Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef d'État regagne le pays en début de soirée. Toujours dans les actualités nationales, le Premier ministre somalien est arrivé à Djibouti pour une visite officielle. Et enfin, pour les actualités internationales, le PSG retrouvera le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'était les titres. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Comme je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce mardi en début de soirée le pays à l'issue de sa participation au sommet distinct de la COP27 de l'initiative du Moyen-Orient vert qui ont eu lieu à Sharm el-Sheikh, dédiés tous deux à la problématique du réchauffement climatique de la planète, source faramineuse de dégâts multiformes allant de catastrophes naturelles dont les sécheresses et les inondations aux destructions économiques en passant par la dégradation des écosystèmes avec pour entre autres conséquences insoutenables les flux migratoires, les stress hydriques, l'érosion du sol, la prolifération des maladies. Les sommets respectifs de la COP27 et de l'initiative du Moyen-Orient vert n'ont pas manqué de servir de relais à la création d'une plus grande sensibilisation sur les conséquences hautement dommageables du dérèglement climatique. Les travaux de ces assises ont vite commué en des stands véritables d'échanges de visions, de stratégies et d'expériences sur des projets viables des rémissions au recours aux énergies fossiles, principale cause du réchauffement climatique. En de plateformes de résolution définitivement contraignantes quant à la mise en place de protocoles rigoureux d'assignation à des seuils maximaux d'émissions de gaz à effet de serre et de solidarité financière internationale au profit des communautés les plus exposées et les plus vulnérables aux conséquences des problématiques du climat. Le président Guelleh a prononcé un discours dans chacun de ces deux sommets. Au sommet de la COP27, il a dévolu l'essentiel de son propos à l'urgence pour la communauté internationale de souscrire collégialement et de façon contraignante à un processus efficient de solidarité, notamment financière au profit des pays africains subissant de plein fouet les conséquences drastiques du dérèglement climatique. Quant à son intervention au sommet de l'initiative du Moyen-Orient, elle a essentiellement porté sur la réaffirmation de la République de Djibouti à demeurer un partisan effréné de la coopération régionale en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et mis à profit cette tribune pour souligner la grande importance de l'initiative du sommet Moyen-Orient vert lancé par le Royaume frère d'Arabie Saoudite l'année dernière et sa vocation à constituer un facteur primordial et un ajout décisif à la bataille régionale contre le changement climatique. Rappelons que dans le cadre de son déplacement à Sharm el-Sheikh en Égypte, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ali Barre. Quant à la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, cette conférence a démarré ce matin dans la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte. Plus de 100 chefs d'État et gouvernements de pays du monde et plusieurs hauts responsables tels que le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, ainsi que la présidente de la Commission de l'Union européenne, Mme Ursula von der Leyen, participent à cette conférence de haut niveau. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, y a pris part également aux côtés de plusieurs de ses homologues venus nombreux pour assister à cette conférence qui met l'accent sur les efforts mondiaux pour faire face aux répercussions du changement climatique dans le monde, surtout dans les pays en voie de développement. À son arrivée au Centre international de conférence à Sharm el-Sheikh qui abrite ce sommet, le président de la République a été accueilli par son homologue égyptien, M. Abdel Fattah el-Sisi, et le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Ma isku tag yeesta garsiga yeesta toosi
Ensuite, le chef de l'État, M. Ismaël Marguelé, ainsi que les dirigeants des pays du monde ont pris part à une photo de famille avant l'ouverture du 27e conférence de climat qui a officiellement démarré dans l'enceinte de la grande salle de réunion à Sharm el-Cheikh. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, visant notamment à contenir le réchauffement sous la barre de 2 degrés Celsius et idéalement à 1,5 degrés Celsius, abordé dans les négociations également. La question de l'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques sera bien évidemment dans l'agenda officiel pour la première fois. Ce sommet constitue pour les pays du monde une occasion de faire pression pour les pays en développement afin que les grandes puissances tiennent leur engagement pris lors des précédentes éditions de la COP. La conférence internationale sur le climat a valeur de plateforme de dialogue et d'interaction des pays du monde sur une des principales problématiques, en l'occurrence la lutte contre les effets du réchauffement climatique. À l'ordre du jour des sociétés contemporaines intervenant tous les ans, l'ambition principale de cette conférence est de disposer à la réalisation d'une solidarité efficiente des nations du monde face aux conséquences multiformes et hautement dommageables du réchauffement de la planète. Et donc en faire valoir un principe de compensation et de justice financière au profit des communautés les plus vulnérables, notamment l'Afrique. À présent, dans une importante allocution prononcée à la tribune de cette conférence, le président de la République de Djibouti a indiqué que le monde est aujourd'hui confronté à plusieurs défis, notamment le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution de l'air, de l'eau et des sols, le plus menaçant et le plus urgent étant sans conteste le réchauffement qui met en péril la survie de l'homme. Ce constat nous est sans cesse rappelé par les nombreuses catastrophes dont nos populations sont régulièrement victimes. On écoute le président de la République. Excellence, Monsieur le Président, Cheikh Abdel Fattah Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte et président de la COP 27, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier le président de la République arabe d'Égypte, Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, et le peuple égyptien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette belle cité de Sharm el-Cheikh. Nos remerciements s'adressent ensuite au nouveau secrétaire exécutif de la Convention, M. Simon Stielli, qui a pris les dispositions nécessaires afin de faciliter nos travaux durant cette conférence. Permettez-moi enfin d'endosser pleinement les déclarations faites par le président du Kenya au nom de l'Afrique, ainsi que le président du Pakistan au nom du groupe G77 et de la Chine. Monsieur le Président, le monde est aujourd'hui confronté à plusieurs défis, notamment le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Le plus menaçant et le plus urgent étant sans conteste le réchauffement qui met en péril la survie de l'homme. Ce constat nous est sans cesse rappelé par les nombreuses catastrophes dont nos populations sont régulièrement victimes. Ceci est triste car malgré les nombreux sommets et décisions et engagements, nos actions restent en deçà du niveau d'urgence et de mobilisation exigé. Pire, la quantité émise de gaz à effet de serre continue d'augmenter et ses conséquences avec. Et paradoxalement, l'Afrique, qui ne contribue que de façon marginale au réchauffement mondial, est la plus touchée par ce phénomène. En ce qui nous concerne, la République de Djibouti, de par sa position géographique dans la zone intertropicale aride, est particulièrement vulnérable aux risques induits par les changements climatiques tels que les inondations, les sécheresses et l'élévation du niveau de la mer. Ces risques se traduisent par la rareté des ressources en eau, l'érosion du sol et les dégâts sur les infrastructures. Les impacts
de ces risques sont particulièrement préjudiciables pour le secteur de l'eau, de l'agriculture et la santé publique à Djibouti. Pour cela, nous avons réalisé un projet d'adduction d'eau entre l'Éthiopie et Djibouti et un projet de dessalement de l'eau de mer permettant ainsi à notre capitale, pôle économique et démographique majeur, de s'affranchir des aléas du climat et renforcer la résilience de la population urbaine dans l'accès sécurisé aux ressources en eau. Djibouti a également construit plusieurs digues et barrages afin de protéger nos populations et nos infrastructures contre les inondations. Poursuivant son discours, le numéro 1 djiboutien a rappelé qu'il était temps de passer des discours à l'action en réduisant de la façon drastique les émissions de gaz à effet de serre et en mobilisant le financement nécessaire pour augmenter la résilience des populations au changement climatique. On écoute encore le président Guelleh. Le président, dans sa contribution déterminée nationale, Djibouti a pris l'engagement de réduire les émissions de CO2 de 40% à l'horizon 2030 par rapport au scénario de référence. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre le projet d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie qui a permis de réduire annuellement de plus de 150 kilotonnes les émissions de CO2 du pays et initier plusieurs projets d'énergie géothermique, éolien et solaire en vue de réduire de façon substantielle les émissions de gaz à effet de serre. Toujours dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le changement climatique, il n'y a pas plus d'une semaine encore, Djibouti a organisé un sommet mondial sur le climat qui a permis aux chercheurs venus des différents pays d'échanger sur la problématique du changement climatique. C'est dans cet esprit que nous avons créé un observatoire régional sur le changement climatique qui permettra aux chercheurs africains de contribuer à une meilleure connaissance du dérèglement climatique. Compte tenu des nombreux engagements non contraignants, Monsieur le Président, nous ne sommes pas surpris du peu de progrès accomplis. C'est pourquoi nous rappelons à ce que la COP27 adopte une décision contraignante, reconnaissant les besoins et les circonstances spécifiques de l'Afrique. Nous rappelons aussi que l'accès à un financement additionnel et prévisible reste primordial pour mettre en œuvre les actions d'atténuation et d'adaptation. En conséquence, nous exhortons les pays développés à respecter leurs engagements, de mobiliser 100 milliards de dollars par an. Enfin, nous demandons que 50% de ce financement soit consacré à l'adaptation. Il est temps de passer des discours à l'action en réduisant de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre et en mobilisant le financement nécessaire pour augmenter la résilience des populations au changement climatique. Je vous remercie de votre attention. En marge de sa participation aux conférences du changement climatique, le président Guelleh a reçu dans sa résidence à Sharm el-Cheikh en Égypte le président du Fonds international pour le développement de l'agricole, M. Alvaro Lario. Le président de la République et le PDG du Fonds international pour le développement agricole ont abordé plusieurs points dont le voie et moyen de consolider le partenariat entre Djibouti et le Fonds de FIDA, qui est une organisation internationale qui vise à financer et accompagner des agriculteurs pour permettre de s'adapter aux répercussions au changement climatique. Le sommet de la 27e conférence sur le changement climatique ainsi que ses effets négatifs sur le développement des pays en voie de développement était au menu des discussions entre le chef de l'État et du président du Fonds international pour le développement agricole et sa délégation. Le président du Fonds international pour le développement agricole était accompagné par ses deux vice-présidents de la FIDA ainsi que ses proches collaborateurs. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, et l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, M. Ahmed Ali Barré. À présent, on écoute un extrait de réaction du président de l'organisation de FIDA, M. Alvaro Lario.
Avant de discuter l'ambition du gouvernement, je voudrais féliciter le président par l'ambition de sa transition verte, par l'énergie renouvelable, et tout ce qu'il veut faire. Du FIDA, on veut le s'appuyer avec la transition aussi avec la sécurité alimentaire et aussi avec le secteur privé et en plus avec l'électrification. Bon, on travaille déjà beaucoup avec les gouvernements, avec les Djibouti. On a des fonds, aussi on apporte aussi des fonds et mobilise des fonds des autres partenaires. Et pour nous, c'est très important notre relation avec les Djibouti. Nous allons toujours continuer avec la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte. La question financière tient une place centrale à cette conférence. Lors de la deuxième journée du sommet, la plupart des dirigeants africains et des pays en développement ont réclamé plus de moyens pour faire face aux conséquences du changement climatique. Selon un rapport de la COP, les pays du Sud auront besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique. Le président kényan William Ruto a appelé lundi à la reconnaissance des besoins spéciaux de l'Afrique dans la lutte contre le réchauffement, soulignant le cauchemar vécu par les Africains et aussi les atouts du continent dans ce combat. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont le pays est frappé de manière récurrente par des phénomènes météorologiques extrêmes, a également été l'un de nombreux dirigeants à critiquer les pays industrialisés pour avoir délaissé le reste du monde. Mia Mottley fait aussi état de manque d'aide de pays riches pour faciliter la transition vers des technologies respectueuses du climat. En 2009, à Copenhague, les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud à partir de 2020. Mais selon l'OCDE, un peu plus de 83 milliards ont été mobilisés par les pays riches. On revient à Djibouti, où le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre est arrivé en fin de matinée à Djibouti pour une visite officielle de 48 heures, sa première visite à Djibouti depuis sa nomination. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Djibouti, le Premier ministre somalien est accueilli par le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre somalien était accompagné par une importante délégation ministérielle, dont Abdelrazak Omar Mohamed, ministre de pétrole et des ressources naturelles, M. Mohamed Ali Haga, le ministre de l'Intérieur, et Mme Khadiga Mohamed Diriye, ministre de la Femme et des Droits de l'Homme. Après l'accueil, le Premier ministre djiboutien et son homologue somalien ont eu une rencontre dans le salon VIP de l'aéroport international de Djibouti où des entretiens ont eu lieu dans une ambiance fraternelle. Un entretien élargi est prévu entre les deux parties pour des discussions plus approfondies afin de dynamiser la coopération multisectorielle entre les deux pays qui partagent des points communs et qui sont liés par des intérêts réciproques. Durant sa visite, le premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, aura des entretiens avec les plus hautes autorités djiboutiennes. La délégation du Premier ministre somalien va aussi visiter les principales infrastructures du pays, dont le centre d'observation régionale et de recherche de l'environnement, mais également les ports. Rappelons que les deux pays sont toujours soutenus et suite à l'attentat terroriste du 29 octobre, la République de Djibouti a envoyé une importante brigade médicale et chirurgicale composée de plusieurs dizaines de médecins pour rendre en charge les nombreux blessés de l'attentat terroriste de Mogadiscio le 29 octobre 2022. Place à présent à la rencontre bilatérale. Le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a tenu comme prévu une rencontre bilatérale avec la délégation somalienne conduite par son homologue somalien, M. Hamza Abdi Barre. Le Premier ministre somalien a été accompagné par une importante délégation ministérielle, dont Abdelrazak Omar Mohamed, ministre des Pétroles et des Ressources naturelles, M. Mohamed Ali, le ministre de l'Intérieur, ainsi
que la ministre de la Femme et des Droits de l'Homme, Mme Khadiga Mohamed. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays frères, Djibouti et la Somalie, et les voies et moyens également de les renforcer davantage à l'avenir. Un entretien élargi entre les deux parties pour des discussions plus approfondies afin de dynamiser la coopération multisectorielle entre les deux pays qui partagent des points communs et qui sont liés par des intérêts réciproques. Dans son intervention, le Premier ministre djiboutien a rappelé les différents liens qui renforcent la relation entre les deux pays frères et amis. Il a souhaité par ailleurs la bienvenue à la délégation dans le second pays. Et pour sa part, le Premier ministre somalien a indiqué que la Somalie et son peuple est confronté à des attaques terroristes. Le gouvernement djiboutien est le premier pays ami qui a répondu à l'appel d'aide internationale et cela nous en sommes reconnaissants et redevables, a indiqué. Et du côté djiboutien, la rencontre bilatérale a vu la participation du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawale, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, et le ministre de la Communication, M. Redouane Abdullahi Bahdol. Quant aux allocutions, le Premier ministre somalien a d'abord remercié l'accueil chaleureux et fraternel réservé à sa personne et à sa délégation depuis son arrivée à Djibouti. Cette visite illustre les relations familiales et les liens fraternels entre Djibouti et Somalie. Il a indiqué également que par cette occasion, qu'il profitera de renforcer la coopération et les relations entre les deux pays amis et frères, tout en réitérant l'opportunité de travailler davantage et conjointement les coopérations dans les domaines sécuritaires, économiques et sociaux. Concernant l'attaque terroriste perpétrée par les terroristes où des centaines de victimes ont péri, le Premier ministre somalien a martelé que le gouvernement somalien remercie la République de Djibouti pour sa noble position humanitaire en aidant la Somalie en ces circonstances critiques en envoyant des médecins et des aides médicaux pour soulager les victimes. Il a ajouté ainsi que cette visite reflète le caractère solide unissant les deux pays. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim djiboutien a quant à lui exprimé sa profonde gratitude au Premier ministre somalien, M. Hamza Abdi Barre, le Premier ministre de la République fédérale de Djibouti, pour avoir accepté l'invitation pour effectuer une visite à Djibouti. Il a donc souhaité la bienvenue ainsi qu'à son importante délégation qui l'accompagne dans leur deuxième pays, Djibouti. Et je cite, « Cette visite a illustré la force de nos liens historiques et unis nos deux nations. Cela survient également à un moment où votre pays a récemment été frappé par une terrible et effrayante attaque terroriste qui a coûté la vie à de nombreux innocents. Monsieur le Premier ministre, soyez assuré que la République de Djibouti sera toujours à vos côtés contre cet ennemi qui n'a aucune considération pour la vie humaine. Je vous remercie d'avoir reçu les médecins djiboutiens venus aider leurs frères somaliens dans votre cabinet dès qu'ils ont atterri à Mogadiscio. Je tiens également à rendre hommage à son Excellence le président somalien, M. Hassan Sheikh Mohamud, pour son leadership continu et sa détermination à préserver la sécurité de la Somalie et l'intégrité de son territoire contre tous les ennemis. Monsieur le Premier ministre, je suis également très heureux de vous rappeler votre leadership lors de notre dernière réunion au sommet TICAD pour votre vision constante pour améliorer le renforcement des capacités de l'armée nationale somalienne. Nous sommes convaincus qu'ils seront prêts d'assurer l'intégrité territoriale de la Somalie. Ces dernières années, je crois que nos deux pays doivent continuer à maintenir un dialogue ouvert afin de faire avancer notre intérêt mutuel sur des questions cruciales. C'est l'intérêt à la fois de notre nation et aussi la volonté commune de perpétuer la paix et la sécurité dans notre région. La Somalie et Djibouti ont toujours démontré des liens politiques solides pour atteindre ces objectifs ainsi que d'autres questions importantes. Fin de citation. En réponse à l'appel lancé par le président somalien à la communauté internationale suite à la double attentat suicide à Mogadiscio survenu le 29 octobre dernier, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Djibouti à Mogadiscio a remis une deuxième cargaison de médicaments au ministre somalien de la Santé, le docteur Ali Haji Aden. La cérémonie de remise de ce don de médicaments a eu lieu à l'aéroport international de Mogadiscio
en présence de responsables de deux parties. Notons que la République de Djibouti a envoyé la semaine dernière une équipe médicale de 20 spécialistes à Mogadiscio pour participer aux soins des blessés à la suite de l'incident terroriste qui a tué plus de 100 personnes. Dans une brève intervention, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Djibouti en Somalie a souligné que ce soutien sanitaire intervient conformément aux instructions émises par le président de la République, El Hadj Ismaël Marguelé, en réponse à l'appel du président Hassan Sheikh Mohamud à la communauté internationale pour accompagner les efforts du gouvernement somalien visant à soigner les blessés. Pour sa part, le ministre somalien de la Santé, le Dr Ali Haji Aden, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à la République de Djibouti pour le soutien indéfectible qu'elle apporte au peuple somalien, en particulier dans cette circonstance difficile. Aujourd'hui, nous recevons le deuxième vague de médicaments offerts par Djibouti au profit des personnes blessées à la suite double attentat suite à Mogadiscio, a-t-il indiqué. C'est un noble geste qui reflète les relations fraternelles entre nos deux pays, mais aussi la solidarité de Djibouti avec la Somalie, a affirmé le ministre somalien de la Santé. Une fois arrivés sur les lieux, l'équipe de médecins ont déposé leurs valises et se sont attelés à la tâche, celui d'apporter les premiers soins aux blessés à l'hôpital Medina. Depuis quelques jours, ils continuent d'effectuer des chirurgies complexes et mineures. Rappelons que ces médecins, composés notamment de médecins spécialistes et de paramédicaux, se rendus ce jeudi 3 novembre 2022 en Somalie, où les opérations de secours ont été lancées par les autorités du pays afin de participer à l'assistance médicale suite à l'attentat terroriste meurtrier qui a touché la capitale Mogadiscio, avec un bilan de plus de 100 morts et plus de 300 personnes blessées. On revient à Djibouti à présent, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a présidé aujourd'hui une cérémonie de remise de diplôme à 4 lauréats de la première promotion de la licence ferroviaire. L'événement qui s'est déroulé au LIC a vu la participation du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, le président de l'université professionnelle du Tianjin pour les techniques ferroviaires et les représentants de la China Civil Engineering and Construction Company et de la société de chemin de fer djibouto-éthiopienne. L'occasion pour le ministre de louer ses brillants esprits qui ont fait une année en Chine et 2 années par vidéoconférence avec l'université de Tianjin. À noter que ces jeunes qui ont obtenu leur baccalauréat en 2018 sont les pionniers des licences ferroviaires ouvertes au LIC avec le partenariat de l'université de Tianjin. Ce partenariat entre la ville de Tianjin et le MENFOP a permis la formation technique des formateurs de l'ETFP à la logistique et au commerce international et aux techniques ferroviaires. Formés en Chine, ces enseignants dispensent les cours avec de référentiels co-préparés avec des professeurs de l'université de Tianjin. Pour rappel, la Chine a ouvert à Djibouti le premier atelier Luban en Afrique, établissement inauguré au LIC par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé. À ce jour, promotion composée de plus de 80 étudiants sont en formation au LIC à l'atelier Luban dans les filières professionnelles, notamment les domaines ferroviaires, le commerce international et la logistique et transport. L'occasion pour le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud de remercier chaleureusement le gouvernement chinois pour son précieux appui multiforme au gouvernement de la République de Djibouti et au MENFOP en particulier. Il a rappelé que les investissements chinois dans la construction et le développement des infrastructures de l'atelier Luban au LIC visant à former de jeunes cadres djiboutiens hautement qualifiés et capables d'assurer le fonctionnement de nouvelles infrastructures routières, ferroviaires et portuaires. Il a rendu également hommage à la politique visionnaire du président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, qui vise à développer les infrastructures de transport et de communication conformément à la stratégie d'intégration régionale et partant le développement économique. La première promotion des licences professionnelles qui sont en formation au LIC dans les ateliers Luban clôtureront leur formation en fin de cette année 2022. À présent, on écoute l'intervention du ministre du Travail. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chers collègues, Monsieur le président de l'Université professionnelle de Tianjin pour les techniques ferroviaires, Monsieur le directeur général de la China Civil Engineering Construction Corporation,
CECC, Monsieur le directeur de la Société des chemins de fer Djibouti-Etoubien, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, c'est pour moi un réel plaisir de participer à cette cérémonie de remise des diplômes à notre 4 lauréats ayant finalisé avec succès leur étude en licence professionnelle ingénierie et technique ferroviaire avec l'Université professionnelle de Tianjin en Chine est un moment important pour moi. Elle marque certes la fin d'une action de formation que nous célébrons aujourd'hui en pompe en ce moment même dans cette salle. Chers collègues, chers partenaires, au nom du gouvernement et à mon nom propre, je tiens à remercier le gouvernement et le peuple chinois pour son appui à la stratégie de développement de son Excellence le Président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, visant à faire de Djibouti un pôle économique, commercial et financier, régional et international. Sans la moindre réserve, la Chine a fourni des appuis techniques et financiers à notre pays, et cela dans de nombreux domaines sensibles tels que le développement d'infrastructures routières, ferroviaires et portières, mais aussi dans la valorisation de notre capital humain à travers les investissements effectués dans la construction et l'équipement de l'atelier Luban ou LIC, afin de former des jeunes djiboutiens hautement qualifiés et capables d'assurer le fonctionnement de nouvelles infrastructures dans les secteurs du transport et de la logistique. Je peux, pour conclure mes propos, encourager et féliciter les jeunes lauréats. Malgré les temps difficiles que vous avez traversés, vous avez récolté aujourd'hui le fruit de vos efforts. Je remercie également le corps professoral et l'ensemble des techniciens qui ont appuyé tout au long de ces formations. Je vous en remercie. Nous poursuivons avec les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud. Depuis la mise en service de l'atelier Luban au LIC de Djibouti, je suis vraiment très satisfait des actions essentielles qui ont été réalisées et également qui sont en cours de réalisation. Si je me permets de citer, nous avons 8 promotions de jeunes en BTS et en licence professionnelle qui sont actuellement en formation dans les spécialités suivantes: exploitation et gestion ferroviaire, ingénierie et technique ferroviaire, commerce international et gestion logistique. Mais aussi, autre action réalisée, des cadres de la direction générale et de l'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont effectué un voyage d'études en Chine. Aussi, un groupe d'enseignants de l'EFTP ont également suivi, Monsieur le ministre, une formation de renforcement des capacités en Chine. Il y a eu aussi un accompagnement technique et pédagogique sur site et à distance de nos enseignants dans la mise en œuvre des formations, et cela est pleinement, bien sûr, aujourd'hui opérationnel. Mais également des équipements didactiques de nouvelle génération ont été mis à la disposition de nos équipes pédagogiques. Aussi, un dispositif d'immersion en milieu professionnel est pleinement fonctionnel aujourd'hui avec des périodes de formation à la gare de Nagat. Et enfin, un partenariat est établi avec des sociétés chinoises et en premier la société CCECC pour faciliter bien sûr l'insertion professionnelle des lauréats des filières de l'atelier Luban ainsi que ceux des autres spécialités du baccalauréat professionnel. Et aujourd'hui, nous avons la fierté de célébrer donc la fin de formation de 4 jeunes djiboutiens en licence professionnelle ingénierie et technique ferroviaire avec l'université, bien sûr, de Tianjin. À présent, santé, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé le lancement des sessions de renforcement des capacités des sages-femmes exerçant dans les polycliniques et dans les centres médico-hospitaliers des régions de l'intérieur. La cérémonie de lancement de ces sessions de formation en cascade a donc vu
la participation de la représentante du FUNIAB, Mme Aïcha Ibrahim, et de la directrice pour la santé mère et enfant, Mme Fatouma Ali Abdallah. Quant à l'objectif de cette formation, il s'agit de renforcer les compétences de cette première cohorte d'une trentaine de sages-femmes afin d'assurer une meilleure qualité des prestations de la santé reproductive au niveau des maternités de première ligne concernant les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Dans son allocution, le ministre de la Santé a insisté sur l'intérêt primordial de conduire périodiquement ces sessions de mise à niveau des connaissances et des compétences des sages-femmes qui sont en charge de la santé de la mère et du nouveau-né. Le ministre a assuré que le rehaussement des compétences des prestataires sera en outre accompagné par le renforcement et la modernisation du plateau technique dans toutes les structures sanitaires du pays. Ces activités formatives concourent au renforcement de notre système de santé qui vise le département de la santé grâce à l'amélioration globale des offres de soins et notamment à l'assurance des prestations de qualité en santé maternelle et néonatale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Dans son intervention, le ministre de la Santé a souligné que le renforcement des capacités du personnel médical est une priorité pour son département et plus particulièrement la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. On écoute le ministre, monsieur. C'est une formation qui est très importante. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, si vous regardez la mortalité infantile, c'est-à-dire de 0 à 1 an, le 2/3 concerne la mortalité néonatale. Et donc, pour améliorer, en tout cas pour réduire fortement cette mortalité néonatale, nous devons améliorer la prise en charge néonatale des nouveau-nés, mais aussi améliorer la prise en charge des femmes qui accouchent et les femmes enceintes. Nous avons un plan d'accélération, de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et c'est dans ce cadre de ce plan-là que cette formation s'inscrit dans ce cadre-là. Et cette formation est très très importante pour toujours faire des mises à niveau, pour toujours améliorer les pratiques des sages-femmes vis-à-vis des urgences, qu'elles soient obstétricales mais aussi néonatales. Je suis très heureux d'être là donc, ce matin avec vous. Comme vous le savez, nous sommes en pleine réorganisation de notre système de santé. Nous sommes en train d'améliorer les polycliniques en termes d'infrastructures, mais également de personnel, de ressources humaines au niveau des polycliniques, mais également au niveau des régions. Nous avons récemment envoyé 20 sages-femmes dans les régions. Nous devons amener des sages-femmes dans ces lieux-là, au niveau des régions. C'est au niveau de ces régions-là que le taux de mortalité est le plus élevé. Donc chaque décès est un problème. Chaque décès doit être évité. Et pour cela, nous devons donc mettre en place ou fournir aux centres de santé, aux postes de santé, aux polycliniques, des sages-femmes, des personnels qualifiés, formés. Dans le cadre de la célébration de la journée dédiée à l'écrivain africain, dans sa deuxième session, le PAWA et un collectif d'auteurs et d'artistes djiboutiens ont fait immersion dans les plus hautes institutions littéraires, culturelles et artistiques nationales. Une visite guidée sous la supervision du directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Doualé. Après la bibliothèque et les archives nationales, le groupe n'a pas manqué de visiter le mémorial EGA, un lieu hautement symbolique en termes de patrimoine culturel, politique, historique de la nation djiboutienne, au lieu où sont consignés les narratifs des luttes charnières pour l'indépendance, des moments forts où la littérature et les activités culturelles et artistiques étaient fondatrices de thèmes mobilisateurs pour s'affranchir de l'asservissement colonial. Ainsi, l'après-midi, consacré aux restitutions des travaux et réflexions propices à la propension de l'essor culturel, littéraire et artistique. Il s'agissait de faire de la promotion littéraire, culturelle et artistique une triade salvatrice dans les stratégies du développement socio-culturel, économique et intellectuel. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe,
a salué ce travail de concertation dont l'essence est prometteuse d'apogées salutaires sur le triple plan économique, écologique et éthique. Je vous emmène au nord à présent, à Tadjoura, où dans le cadre de la santé de proximité, une équipe mobile du centre médico-hospitalier du Tadjoura s'est déplacée hier dans le secteur de Balho, plus précisément à Hangode. Cette équipe, dirigée par le médecin-chef Dr Dembio, était composée d'une sage-femme, d'un nutritionniste, d'un technicien ophtalmologiste, des infirmiers et des agents de la vaccination. Cette localité est située dans la sous-préfecture de Dora, à environ 160 km du chef-lieu et dépourvue de centre de santé. La population de cette localité a bénéficié de la consultation médicale pour les adultes, la prise en charge intégrale de la maladie infantile, sans oublier la consultation chez les femmes enceintes, renforcée par le planning familial. L'équipe médicale a procédé à la vaccination des enfants de moins de 5 ans qui devaient se déplacer sur une distance de 30 km pour atteindre le poste de santé le plus proche. Donc c'est sous l'arbre à palabres, devenu une clinique ambulante pour l'occasion que se sont déroulées les activités de soins. L'équipe mobile, à savoir les soins pour les enfants, les soins pour les adultes, la prise en charge de la malnutrition, la vaccination. Et en même temps, nous profitons pour faire la vaccination Covid, comme nous sommes dans un contexte Covid, et sans oublier la maternité qui est très importante. Et donc les gens des Hagandé sont venus en masse ce matin. On a fait pratiquement beaucoup de soins. Jusqu'à 200 personnes ont été vues ce matin au niveau des Hagandé. Nous espérons renouveler cette activité aujourd'hui comme nous l'avons fait. Demain, nous essaierons de faire Madgoul, Andaba, Bouya, dans toutes les sous-localités où il n'y a pas de dispensaires. Donc, nous remercions les ministres de la Santé pour la mise en place de ce genre d'activités et nous espérons que nous allons renouveler chaque fois, même si ce n'est pas de manière assez rapprochée, ce genre d'activités pour que la population qui n'a pas accès aux soins puisse en bénéficier. Merci. Je vous le disais dans le titre, Paris, pas verni comme redouté. Le PSG a hérité lundi d'un très gros morceau, le Bayern Munich, lors des 8e de Ligue des Champions, qui proposeront une autre grosse affiche avec la réédition de la finale 2022 entre le Real Madrid et le Liverpool. En terminant à la 2e place du groupe H, derrière le Benfica Lisbonne, le club champion de France pouvait s'attendre au pire lors du tirage au sort effectué au siège de l'UEFA à Nyon, Suisse. Il n'a finalement pas été épargné avec le mastodonte allemand, sextuple lauréat de l'épreuve. Les Bavarois ont perdu à l'intersaison leur artificier Robert Lewandowski, parti en FC Barcelone, mais ils n'ont rien perdu en change avec l'arrivée du Sénégalais Sadio Mané en provenance de Liverpool et viennent de reprendre les commandes de la Bundesliga. Les 8e de finale réserveront également un autre choc d'envergure entre le Real Madrid et le Liverpool, revanche de la finale 2022 remportée par le club espagnol 1-0 et entachée par de graves. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.